Bonjour à tous, Zénat Nazaroudine, responsable marketing Microfocus. Bienvenue à notre webinaire Entreprise DevOps. Les nouveaux défis de la DSI, nous allons démarrer. Donc, ce webinaire sera animé par notre consultant expert DevOps et évangéliste Gérard Daniel. Avant de démarrer, quelques conseils pratiques. Comme vous pouvez le voir sur le screenshot, vous pouvez poser vos questions à tout moment dans le module questions qui se trouve en bas à droite de l'écran. Vous pouvez également télécharger les présentations slides ainsi que la documentation dans l'onglet Handout qui est également en bas à droite de l'écran. Voilà, une fois qu'on a dit ça, l'agenda, que va-t-on découvrir aujourd'hui? Une introduction et ensuite l'approche Enterprise DevOps de Microfocus que Gérard Daniel va vous expliquer, les points clés à retenir et on finira par une session de questions-réponses. Voilà, donc Gérard, je te passe la main. Merci Zénat. Alors, pour cette présentation, je voulais commencer avec un slide que j'avais l'habitude d'utiliser il y a quelque temps déjà, selon lequel toute entreprise était devenue une entreprise de développement logiciel. Et c'est vrai que quand je présentais ce slide il y a 3-4 ans, j'avais peut-être quelquefois des regards un petit peu interrogatifs ou en tout cas dubitatifs. Mais aujourd'hui, si on regarde cette étude de l'IDC qui date de la fin de l'année dernière, en fait, c'est carrément devenu une réalité. C'est un fait. Aujourd'hui, toutes les sociétés, toutes les entreprises ont une dépendance extrême à des logiciels, à des applications pour fournir et produire les services qu'ils offrent sur le marché à leurs consommateurs. Et finalement, maintenant que chaque entreprise est réellement devenue une entreprise technologique, les pratiques DevOps dont on va parler cet après-midi pendant ce webinaire, c'est finalement un des moyens que l'on va pouvoir avoir à notre disposition pour rationaliser les processus de création de produits, de création d'applications, avec toujours ce fameux objectif de réduire le time to market, c'est-à-dire la vélocité, la rapidité avec laquelle on est capable de passer d'une idée à un produit qui offre de la valeur à nos clients. Donc c'est devenu un fait acquis que ces pratiques DevOps seront là pour nous aider à accélérer la mise en place de solutions. Ces pratiques DevOps, elles sont évidemment orientées sur 3 axes, que ce soit à chaque fois les personnes, les technologies, les processus. On va effectivement plutôt mettre un accent dans cette présentation sur la partie technologique et quelle solution Microfocus peut vous aider, peut vous mettre à disposition pour vous aider dans cette démarche DevOps. Mais c'est vrai que finalement, quand on regarde ces pratiques DevOps et qu'on se pose la question comment faire pour y aller, il y a on va dire, quelques secrets. Hop, pardon, je vais revenir au slideshow ici. Il y a quelques secrets que je voudrais partager avec vous cet après-midi pour réussir finalement la mise en place de ce DevOps au sein de l'entreprise. Il ne s'agit pas ici de se dire qu'on a peut-être un petit projet qui va expérimenter le DevOps dans son coin, mais au contraire de comprendre comment est-ce que ces approches DevOps peuvent être mises en place au niveau de l'entreprise. Et il y a donc quelques bonnes pratiques que je voudrais partager avec vous dans ce webinaire. Là, la première d'entre elles, c'est effectivement de se dire que ce que l'on va bâtir, c'est quelque chose qui doit à la fois prendre en compte l'existant et intégrer de nouvelles technologies. Alors, si je le traduis un peu en termes un peu plus concrets, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a souvent des existants, et ces existants, ça peut être tout à fait un mainframe qui est dans le panorama. Ça peut être des applications qui sont encore développées en cycle en V, avec des technologies plus ou moins récentes. Et puis, il y a ce que le Gartner appelle souvent le fluid IT, c'est-à-dire toutes ces nouvelles applications. Alors, peut-être plus des applications mobiles qui sont développées sur des approches plus agiles. Ça peut être effectivement une infra qui est peut-être plus orientée vers le cloud avec des ressources qui sont provisionnées à la demande en fonction des besoins de l'application. Donc, à un moment ou à un autre, on doit se dire ces pratiques DevOps, elles doivent être capables de bâtir sur cet existant et également de jeter le pont et de mettre en place tout ce qu'il faut pour que des nouvelles applications puissent interagir avec cet existant.
Deuxième bonne pratique qu'on peut avoir à l'esprit, c'est effectivement la réduction des frictions opérationnelles. C'est-à-dire que malheureusement, beaucoup d'organisations sont encore très orientées aujourd'hui dans un fonctionnement en silo. Et l'une des pratiques du DevOps, qui est évidemment la transversalité des processus et la visibilité que l'on doit avoir tout au long de ce processus, font qu'à un moment, vous allez, devoir apporter cette vision de ce qui peut se passer en amont ou en aval de l'action que vous êtes en train d'effectuer dans le processus global DevOps, mais également, parce que on reste avec notre objectif du time to market le plus court possible, en essayant d'automatiser le plus d'activités dans ce processus. Alors ça peut être évidemment des tâches d'automatisation, par exemple de mise à disposition d'environnements de développement, de mise à disposition d'environnements de test. Et là, effectivement, les pratiques Docker, virtualisation, cloud privé, cloud public sont évidemment très bénéfiques. Ça peut être évidemment en automatisant, par exemple, les tests fonctionnels de régression pour vérifier que la nouvelle version du produit que vous développez, elle ne porte pas de régression fonctionnelle par rapport à la version d'avant. Mais ça peut être aussi, bien sûr, en automatisant, par exemple, le déploiement de l'application sur les différents environnements, tests, pré-prod, prod, pour là aussi enlever les étapes manuelles qui apportent forcément un délai dans le processus. Troisième axe qu'il faut avoir à l'esprit, c'est finalement la confiance que les métiers vont avoir dans notre capacité à livrer des produits qui soient de qualité et qui soient sécurisés. C'est vrai que l'accélération des développements, pratiquant surtout les méthodologies agiles, ont fait qu'à un moment ou à un autre, la qualité de ce qui a pu être livré a été considérée comme étant moins bonne que ce qui pouvait se faire avant. Donc, il faut aujourd'hui être capable de changer cette perception et notamment donc d'intégrer les étapes qualité qu'on pouvait avoir très traditionnellement dans les approches cycle en V, dans des approches agiles par exemple, et puis aujourd'hui de prendre évidemment en compte la dimension sécurité, puisque vous le savez peut-être, mais des études récentes montrent que clairement l'application devient la première porte utilisée par les fraudeurs pour essayer de s'introduire dans votre système d'information. Quatrième axe, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure en parlant des silos et du fait qu'il faut à un moment ou à un autre briser ces silos. Donc il y a forcément la volonté d'obtenir de meilleurs résultats, mais en prenant en compte à la fois finalement tous les outils d'une chaîne DevOps, et ces outils, on va en parler, on va en présenter quelques-uns, sont des outils qui peuvent aller d'outils pour le dev, d'outils aux testeurs, d'outils aux personnes qui sont en prod. Elle génère beaucoup de données. Il faut être capable d'analyser toutes ces données pour, par exemple, aider le développeur en lui donnant un contexte de prod pour qu'il puisse comprendre pourquoi il y a eu un bug dans l'application. Ça peut être, par exemple, apporter des indicateurs sur le taux d'échappement des anomalies pour essayer, par exemple, d'améliorer nos processus qualité et éviter évidemment de se retrouver avec des bugs en prod. Donc tout ça, c'est finalement la nécessité qu'il va y avoir d'être capable de récolter l'ensemble des données qui sont manipulées dans cette chaîne DevOps et éventuellement même par des outils qui sont différents, et ça peut être des outils commerciaux ou des outils open source, et à travers des approches de type Big Data, Machine Learning, vous aider à analyser ce qui s'est passé pour, encore une fois, améliorer la qualité de ce que vous produisez. Finalement, ce que l'on vous propose avec l'approche microfocus, c'est de transformer la façon dont on construit les applications. Donc, on passe évidemment sur les phases de planification et de gouvernance, de développement et de test, de déploiement et de gestion de release, et bien sûr de supervision et d'opération de ces applications. Alors, je dis application, mais maintenant, c'est vrai que on parle aussi, en plus des applications, de produits. Hein, quelquefois, effectivement, c'est une transition qu'on voit où on a pas mal de clients qui aujourd'hui passent d'un mode projet en mode produit. Mais les deux mots que j'ai voulu mettre en bleu ici dans ce slide, c'est transformer, parce que ça veut dire qu'il y a peut-être 2 ou 3 choses qu'on va faire de manière différente. Et puis, c'est toutes vos applications. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer que ces approches DevOps vont s'appliquer exclusivement aux nouvelles applications mobiles qu'on développe en agile avec une fondation de type plateforme as a service. Toutes les applications sont éligibles à reconsidérer la manière dont on va les planifier, les développer, les tester,
les opérer, parce qu'effectivement, ça n'exclut ce principe de l'enterprise DevOps aucune application, y compris les applications mainframe, qui peuvent là encore une fois être intégrées dans ce processus. Cette approche DevOps, on veut la favoriser à l'échelle de l'entreprise en mettant en place quatre grands domaines. Je les ai présentés rapidement. C'était les différentes oreilles de Mickey sur mon slide précédent. Mais effectivement, le premier axe, c'est celui qui concerne le plan and govern, c'est-à-dire la planification et la gouvernance qu'on veut amener à notre produit ou notre application. On va optimiser ce qu'on appelle en anglais les value streams. Les value streams, le value stream management, c'est une nouvelle approche dans la gestion du développement des applications ou des produits en essayant de mettre en avant la valeur produite par la valeur produite pour les métiers des applications que l'on crée et d'essayer d'optimiser justement cette valeur que l'on produit pour les métiers. Donc il y a vraiment ce premier axe où on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour essayer d'optimiser ce que l'on restituera à l'utilisateur sous forme de valeur à travers une application. Le deuxième pan qui est le développement et le test. Donc ici, on parle de la qualité au sens large, hein, ça peut être la qualité fonctionnelle, ça peut être la performance. Hein, donc il y a évidemment différents pans qui peuvent être approchés, mais dans une approche qu'on appelle en continu, c'est-à-dire qu'effectivement la qualité ou la sécurité ne s'aborde pas de manière unitaire à un moment du cycle de dev, mais au contraire tout au long du cycle de vie d'application, et la qualité et la sécurité peuvent même s'aborder dès la phase de développement pour notamment, par exemple, introduire des bonnes pratiques qualité ou des bonnes pratiques de sécurité au moment du dev lui-même dans le code source. Bien sûr, on va ensuite s'intéresser à la partie déploiement. Donc là, il va s'agir pour nous d'accélérer les livraisons des applications sur les différents environnements. Vous le savez, effectivement, en général, on gère différentes natures d'environnement, hein, dev, test, QA, etc., et pré-prod, prod. Donc, il y a un moment nécessité de faire transiter, de déployer l'application sur ces différents environnements. Et ici, gros bénéfice évidemment lié à l'automatisation qu'on va pouvoir mettre en place de façon à non seulement accélérer ces processus, mais également, on va le voir, les fiabiliser et apporter de la robustesse dans ces processus de déploiement. Et puis une fois que l'application est en prod, une fois que le produit est utilisé par nos clients, eh bien, ce que l'on veut surtout, c'est accroître au maximum la fiabilité du service qui est proposé. Donc, accroître la fiabilité, ça veut dire effectivement être certain que ça fonctionne comme c'est censé fonctionner, avec les temps de réponse que l'on imagine. Et puis, si jamais il y a un problème sur l'application, avoir une capacité de restaurer un niveau de service très rapidement, avec tous les process évidemment qui vont être là pour prendre en compte des incidents ou des problèmes qui ont pu être détectés. Alors faisons un zoom sur chacun de ces éléments pour voir comment est-ce que Micro Focus peut vous aider à travers les solutions qu'il propose sur chacun de ces axes. Alors premier axe, optimiser les value streams. Ce dont on parle ici, effectivement, c'est un domaine fonctionnel dans lequel on va premièrement mettre en place des processus de gouvernance. Donc il va s'agir ici soit à travers l'utilisation de méthodologies. Alors ça peut être des méthodologies très traditionnelles cycle en V, ça peut être des méthodologies peut-être plus nouvelles comme des méthodologies agiles de type Framework Safe, Spotify, Discipline Agile et d'autres. Donc ici quand même on se dit qu'à un moment on va avoir besoin de cadrer un petit peu et d'apporter à travers quelques processus des normes et des cadres qui permettent à tout le monde au niveau de l'entreprise de travailler de la même manière. La deuxième chose qui est importante, c'est de fournir la visibilité sur ce qui est fait au niveau de la planification et de la gouvernance à tous les acteurs qui peuvent être concernés. Alors la visibilité, elle peut s'entendre sur beaucoup d'axes. Ça peut être la visibilité sur l'utilisation des ressources, qui travaille sur quel projet, quand est-ce qu'on va livrer. Ça peut être une visibilité peut-être plus financière.
quels sont les budgets qui sont engagés sur les différents projets, que ces projets finalement soient faits en cycle en V ou en agile, on s'en fiche un petit peu, mais c'est la vision financière. Ça peut être des statuts, hein, qu'est-ce qui est vert, qu'est-ce qui est rouge, qu'est-ce qui nécessite mon attention. Et ça, donc, à différents types d'acteurs. On parle bien de ce que j'évoquais tout à l'heure quand je parlais un petit peu de la visibilité transverse, c'est-à-dire au-delà des silos qu'on souhaite apporter. Tout ceci se fait souvent à travers, évidemment, des tableaux de bord. Donc, je parlais tout à l'heure d'être capable d'analyser tous les outils sur la chaîne DevOps qu'on a pu mettre en place. Donc ici, quand on parle de visibilité sur la partie planification et gouvernance, c'est bien sûr être capable d'aller chercher des données dans différents outils, des outils de type gestion de projet traditionnel, des outils de gestion de projet agile, pourquoi pas dans des outils de dev, dans les logs du serveur d'intégration continue, voire dans les logs de prod, pour faire effectivement remonter à travers des KPI et finalement des indicateurs qui nous permettent de comprendre comment est-ce que avance notre produit sur la chaîne de test, par exemple, quel est le niveau de risque que je prends si je vais en prod avec les indicateurs tels qu'ils sont, et puis bien sûr de comprendre ce qui se passe sur les chaînes d'intégration continue. Et le mot-clé ici, et ce sera vrai aussi pour les autres, mais je vais le dire aussi ici, c'est qu'à un moment ou un autre, il y a un écosystème qui peut être existant chez nos clients. Et l'idée, évidemment, c'est de prendre en compte cet écosystème. Et cet écosystème, il est souvent de deux natures. Hein. Il est souvent de nature open source sur certains domaines, mais également de solutions commerciales tierces parties qu'il faut être capable d'intégrer. Donc, bien évidemment, tout ceci est pris en compte parce que le reporting ne peut être exact que s'il est exhaustif sur la chaîne des outils qui sont concernés, et en l'occurrence également les outils liés à la chaîne d'intégration continue. On parle d'outils comme Jenkins ou Bamboo par exemple pour vous donner quelques idées de solutions qui existent. Si on regarde le deuxième point, qui est qualité et sécurité en continu, donc là, on parle de quoi? Alors bien sûr, on parle d'essayer d'optimiser les activités qui vont être liées au développement et au test. Donc ça peut être, comme le slide l'indique, tester de manière plus intelligente. C'est-à-dire à la fois être capable de savoir quoi tester dans l'application, c'est-à-dire en fonction de ce que les devs ont modifié, par exemple, je peux retester ce qui a été modifié et pas forcément le reste, pour valider que les nouvelles fonctionnalités sont bonnes. Ça peut être effectivement de tester plutôt au niveau API, c'est-à-dire vraiment au niveau logique métier, plutôt par exemple que de tester la partie interface utilisateur qui est encore en cours de développement et qui donc n'est pas encore finalisée. Évidemment, ça va être de tester par exemple sur les applications mobiles, l'application sur les téléphones qui sont le plus susceptibles d'être utilisés par mes futurs clients ou si c'est une application web, être certain que je valide bien mon application sur la bonne version du navigateur, sur la bonne version d'OS. Donc tout ça sont des manières qui vont permettre de tester de manière plus efficace, plus intelligente pour réduire un petit peu les matrices qui sont sinon souvent très très larges et qui demanderaient beaucoup de temps. Et notamment, tester plus intelligemment, c'est aussi améliorer la productivité avec laquelle je vais tester. Et notamment, particulièrement, d'être capable d'anticiper l'écriture des tests, d'anticiper donc le fameux shift left testing tel qu'on peut le voir décrit dans la littérature DevOps, et donc demander aux développeurs non seulement d'écrire l'application, mais également d'écrire les tests qui vont tester l'application qu'ils développent. Ça peut être par exemple utiliser le cloud pour optimiser la disponibilité des environnements avec de la virtualisation qu'on va pouvoir mettre en place de façon à ce que effectivement le mainframe, je fasse le test de bout en bout que quand je suis en pré-prod, mais sur toutes les étapes d'avant, par exemple, je vais virtualiser une partie des transactions qui sont sur mainframe pour pas avoir à dépendre de cet environnement-là dans mes tests. La qualité, c'est aussi la performance. Donc, c'est être capable de bien vérifier que, certes, l'application va faire ce qu'elle est supposée faire, mais qu'elle le fasse aussi dans des temps de réponse qui sont ceux que l'on imagine. Donc, à la fois donc de travailler sur la performance dans des scénarios métiers, sur des protocoles divers et variés, mais également être capable de faire
des tests de charge qui peuvent, pourquoi pas, monter à plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs simultanés, voire plusieurs millions. Et ce qui est important quand on va essayer ensuite d'améliorer notre productivité sur les tests de perf, c'est effectivement d'avoir une aide. Et là, on comprend bien l'apport que peut avoir une approche de type intelligence artificielle, analyse des logs, c'est de trouver rapidement la route cause des erreurs, par exemple, de perf. Pourquoi est-ce que j'ai une dégradation des performances sous stress et notamment, effectivement, de comprendre à travers les logs qu'est-ce qui s'est passé. La sécurité, je l'évoquais rapidement tout à l'heure, mais si on regarde plus en détail, on va effectivement parler de différentes natures de tests de sécurité qu'il faut avoir à l'esprit dans ces approches DevOps, à savoir tests statiques. Donc, on vérifie bien que, par exemple, le code est écrit de manière qui ne permettrait pas, par exemple, de faire de l'injection SQL ou du cross-site scripting, mais ça peut être aussi du test dynamique et, par exemple, vérifier que mon appli web elle est bien conforme et qu'elle n'est pas défaillante par rapport aux principales failles de sécurité qui sont connues. Donc, on va faire des tests de pénétration très traditionnels. Et à partir de là, dès qu'on trouve quelque chose, l'idée, c'est de transmettre rapidement, parce que là, c'est quand même très important, les vulnérabilités de sécurité qui ont pu être trouvées aux développeurs et puis surtout d'être capable de tracer que ces erreurs de sécurité qui ont été trouvées, elles sont bien corrigées parce qu'évidemment, les failles peuvent être très critiques. Troisième axe, accélérer les livraisons. Donc là encore, on va parler sur différents axes que sont la vélocité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour livrer de plus en plus vite sur de plus en plus d'environnements avec une fiabilité du déploiement qui soit sans faille. Donc on va évidemment retrouver des solutions ici qui vont nous permettre de mettre en place des processus qui vont orchestrer et automatiser un certain nombre de tâches techniques consistant à déployer l'application. Donc, je copie, je sais pas, des fichiers dans des répertoires, j'installe un nouveau modèle de base de données, j'exécute des scripts qui vont élever des privilèges. Donc, tout ça sont des choses qu'on peut effectivement aujourd'hui automatiser. Et ce qui est intéressant dans les solutions que pourrait vous apporter Microfocus quand vous vous intéresserez à ce domaine-là, c'est qu'on propose un support qui peut être très vaste. Et c'est vrai que aujourd'hui, sur la partie gestion des déploiements, gestion des releases, on peut aujourd'hui vous proposer des solutions qui vont être capables de déployer en partant du mainframe jusqu'à un cloud public, Amazon et autres, ou un cloud privé, ou évidemment sur votre infra qui est local. Et ce qui veut dire qu'effectivement, on ne réserve plus cette partie continuous deployment, comme on peut l'appeler traditionnellement dans les approches DevOps. On ne le réserve plus aux nouvelles applications qui sont développées en mode agile, mais on peut aussi l'associer à des applications plus traditionnelles en cycle en V sur des environnements mainframe, mais qui, elles aussi, ont besoin à un moment ou à un autre d'être déployées sur différents environnements et on veut apporter évidemment une gouvernance de bout en bout pour savoir quelles sont les versions qui sont déployées sur quels environnements, quelle version de composants et rationaliser ainsi les différentes versions et être certain que ce que l'on est en train de tester sur l'environnement correspond bien à la version qu'on imaginait devoir tester. Une fois que notre produit est en production, une fois que le service est ouvert aux utilisateurs, eh bien, ce qu'on va vouloir avoir à l'esprit, évidemment, c'est la fiabilisation de ces services de façon à permettre à nos clients d'utiliser ce produit. Donc là, on va retrouver encore une fois différents axes. Ça peut être effectivement des axes sur l'automatisation quand il y a des problèmes de disponibilité d'environnement ou d'erreur. Donc là, on parle de remettre le service en route le plus rapidement possible, que ce soit en gérant des environnements physiques, virtuels ou cloud public, privé. Et souvent, on va voir que la plupart des actions vont se faire évidemment à travers un outil de service management, mais typiquement avec un maximum de self-service qui peut même dans un certain nombre de cas être automatisé avec des agents virtuels, les fameux bots dont on parle beaucoup. Je parlais tout à l'heure d'être capable aussi, à travers des approches de type intelligence artificielle, de collecter en fait les logs et de manière en fait prédictive, être capable, à travers l'analyse de ces logs, de détecter que l'application commence
à mal se comporter, par exemple, les temps de réponse s'allongent. Alors certes, ils sont toujours dans les SLA, donc tout va bien finalement au niveau du tableau de bord, c'est vert, mais on peut détecter qu'effectivement, il y a une tendance à ce que ça commence à aller mal, et de manière proactive, on est capable de proposer des corrections. Alors, ça peut être par exemple rajouter un serveur virtuel pour absorber une charge supplémentaire, typiquement, ou un espace disque qui est en train de se remplir et qui va bientôt être saturé. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles, vous voyez, on va pouvoir travailler de manière à la fois prédictive et automatisée de façon à finalement minimiser les ruptures de service une fois que notre produit est en production. Alors finalement, aujourd'hui, les solutions Micro Focus Enterprise DevOps, elles sont là pour aider nos clients à se focaliser sur la valeur métier qu'ils vont rendre quand ils créent ou quand vous créez ou maintenez des produits. Donc alors peut-être pour beaucoup déjà, finalement, c'est passer sur un mode projet passer d'un mode projet à un mode produit, et donc travailler en amont sur la valeur qui va être délivrée au client, et puis travailler sur les MVP, donc les minimum viable product, des choses comme celle-ci. Sur les 4 phases que l'on a vues, donc la première, effectivement, ça va être la focalisation sur la valeur métier. Donc comment est-ce qu'on fait pour mesurer la valeur métier qui va être apportée par telle ou telle fonctionnalité dans mon produit, et puis comment est-ce qu'on priorise tout ça, parce qu'en général, vous avez bien compris que on n'aura jamais assez de budget ou assez de ressources pour pouvoir tout faire. Le deuxième axe, c'est aider nos clients à implémenter des processus qui soient cohérents et consistants sur les pratiques de l'intégration continue et du test en continu. Donc, comment est-ce qu'on fait pour effectivement automatiser des tests, prendre en compte un serveur d'intégration type Jenkins qui est capable de livrer tous les soirs, tous les nuits, une nouvelle version du produit. Comment est-ce qu'on fait pour travailler au niveau de la non-régression sur ces axes-là? Sur le deploy and release, on va se focaliser sur la rapidité de déploiement. Donc, on est là pour aider nos clients à orchestrer, à automatiser les releases de leurs produits sur les différents environnements, et tout ceci, bien sûr, connecté au pipeline qui est à l'étape juste d'avant, puisque le pipeline, lui, va nous délivrer ces nouvelles versions de manière extrêmement fréquente. Et le dernier point, la focalisation bien sûr sur la fiabilité du service. Donc on est là pour aider nos clients à maintenir le service up and running, et donc à superviser pas uniquement l'infrastructure, mais également d'un point de vue métier, les transactions qui sont les plus importantes de notre organisation. Donc, quelles sont les solutions qui rendent tout ceci possible? En fait, si on regarde les activités derrière chacun de ces domaines, sur le plan and govern, on va retrouver tout ce qui va être collecte des besoins à travers une gestion des pics très traditionnelle, des processus d'approbation, et puis ensuite d'être capable de traduire en exigence tout ce qui va être approuvé en termes de fonctionnalités ou de nouveaux produits. Sur les phases de développement et de test, on va retrouver les étapes très traditionnelles, conception, développement, build et test. Sur le release, bon là j'ai mis juste un seul cycle, mais évidemment on va déployer sur cette application sur différents environnements, sur différents staging, et donc on peut éventuellement boucler ici plusieurs fois jusqu'à arriver en prod où on va effectivement monitorer et capturer le feedback de nos utilisateurs. Quelques solutions micro-focus qui vous aident à mettre en place tout ça. Alors sur une partie, on va dire pré-prod, on va voir qu'une solution comme ALM Octane va pouvoir vous apporter toute la vision que vous voulez mettre en place de manière très transverse à travers des tableaux de bord sur des fonctionnalités qui vont permettre de monitorer la qualité du build, de comprendre ce qui se passe dans l'intégration continue, et de voir qu'on déploie bien la bonne release sur le bon environnement. De manière plus spécifique, sur les activités plan and govern, des solutions de gestion de portefeuille, de projets, de produits, des gestions d'exigences à travers Dimension peuvent être également utilisées. Sur toute la partie développe test, c'est vrai que c'est là où on va retrouver des solutions autour du test fonctionnel, du test de charge, avec des solutions comme Storm Functional, Storm Load, qui ont entre autres pour particularité d'être capables de tirer parti des approches de type cloud. Mais on va retrouver aussi, pourquoi pas, comme je l'évoquais, du bouchonnage avec des solutions comme service virtualisation, parce qu'il peut être important à un moment ou à un autre de tester, même de tester mon application, même si tous les autres composants de l'IT ne sont pas disponibles. Et puis Fortify pour les aspects sécurité, on a vu que c'était important.
Sur le déploiement, il y a vraiment deux outils qui sont là pour vous aider en plus d'Octane. C'est Deployment Automation et Release Control. Donc vraiment des outils qui vous permettent à la fois de contrôler et d'orchestrer le déploiement que vous allez faire de votre application sur les différents environnements, mais également de gérer les releases, le contenu des releases, quels sont les changes par exemple qu'on va mettre en production, de façon à notamment être capable de fournir ces informations à vos futurs utilisateurs. La partie Operate et Monitor, elle tourne autour de trois axes. Des solutions de service management, parce qu'il est important, comme je le disais tout à l'heure, de mettre à disposition à travers des self-service, voire même des bots, la capacité de faire de la résolution d'incidents. L'outil Hybrid Cloud Management pour tout ce qui va être la gestion finalement de l'infrastructure, que ce soit du physique, du virtuel, du Docker, toutes ces choses-là sont prises en compte pour, par exemple, provisionner à la demande des environnements de dev ou des environnements de test. Et puis Operation Bridge qui va vous permettre de mettre en place cette supervision, comme je l'évoquais, et notamment en étant capable d'identifier si jamais à un moment ou à un autre, il y avait des dérives qui pouvaient être constatées. Donc, ce qu'on propose avec les solutions MicroFocus, c'est finalement de construire, livrer, exploiter les applications beaucoup plus rapidement à travers ces approches sur des philosophies qui sont très DevOps. Et si je devais conclure cette présentation, finalement, je reprends une citation de Nicole Fortran qui ici est assez connue, parce que c'était notamment qui était co-auteur d'un bouquin assez fameux qui est The State of DevOps, mais qui ici dans son nouveau livre nous dit finalement la morale de l'histoire, et elle sort pas juste comme ça hein, du chapeau, évidemment c'est corroboré par des études et des données qui ont été collectées, c'est que finalement des améliorations dans les applications, c'est possible pour tout le monde. C'est-à-dire que quelquefois on peut croire, mais non, mais moi je fais du mainframe, mais non, moi je fais du cycle en V, mais moi je suis ceci, je suis particulier. En fait, pas du tout. Il n'y a pas de cas pour lesquels finalement les approches telles que le viens d'évoquer ne seraient pas pertinentes. Alors peut-être pas toutes, mais certaines peuvent être éventuellement adéquates dans des cas précis. Donc j'en termine là et on est presque dans les temps sur le webinaire pour demander à Zénat s'il y a quelques questions qui ont été posées dans la chat de façon à pouvoir y répondre tout de suite. Et puis sinon, on répondra à toutes les autres questions par Merci Gérard. Oui, il y a une première question qui est arrivée. Donc, proposez-vous un accompagnement sur la mise en place d'une démarche Enterprise DevOps? Alors, je disais tout à l'heure, DevOps, c'est souvent un process people technology. Donc, bien sûr, il y a des axes sur lesquels nous pouvons vous accompagner. Nous avons une équipe Professional Services qui, notamment, a mis en place quelque chose qui s'appelle le modèle Office, qui est finalement un modèle prescriptif d'utilisation de processus préparamétrés DevOps pour suivre un petit peu toute la chaîne telle que je l'évoquais, hein, du plan and govern jusqu'à l'operate, avec des liens pré-câblés entre un certain nombre de solutions et quelque part prêtes à l'emploi, mais qui peut éventuellement être adapté en fonction des besoins de tel ou tel client. Merci. On arrive à la fin du webinaire. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. On y répondra avec plaisir. Juste quelques assets pour finir. Donc, n'hésitez pas à visiter le site sur Enterprise DevOps qui s'affiche avec le lien sur le slide. Et enfin, pour terminer, on a lancé la semaine dernière une enquête sur DevSecOps. Donc là, vous voyez le lien. Donc, n'hésitez pas à y répondre. C'est un bon moyen pour nous de mieux comprendre les besoins de nos clients. Donc, ça dure 5 minutes. Il y a une petite quinzaine de questions. Vous avez le lien qui s'affiche, donc on vous invite à répondre et vous recevrez bien sûr les résultats comme tous les participants répondants. N'hésitez pas également à télécharger les slides et la documentation qui s'affiche dans le module Handout en bas à droite de l'écran. Et voilà, donc on a fini avec ce webinaire. Merci Gérard, merci à tous les participants pour votre participation et on vous retrouve pour d'autres sessions de webinaire dès le mois prochain. Merci à tous, bon après-midi, au revoir. Merci.